Bienvenue sur Medi 1, la panafricaine, et comme toujours c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Les premiers soldats français ont commencé à quitter le Niger conformément à une annonce du président Emmanuel Macron en septembre dernier. Cela fait suite à une exigence des nouvelles autorités nigériennes de transition. Ce retrait d'un premier lot de 400 soldats français s'opère par le Tchad en toute sécurité avec la coordination des Nigérians et sous escorte de l'armée nigérienne. L'objectif commun des deux parties est d'arriver à un désengagement coordonné en bon ordre et terminé avant le 1er janvier 2024. Quel impact de ce retrait des soldats français du Niger? Quel avenir pour les contingents occidentaux au Sahel? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de l'Afrique et de gouvernance politique. D'ailleurs, le président Doumbouya de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, avait appelé à une remise en question du modèle de gouvernance démocratique. C'était à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Une remise en cause du modèle démocratique qui ne date pas d'aujourd'hui face à une jeunesse africaine de plus en plus exigeante dans la gestion des affaires publiques sur le continent africain. Le problème se situe-t-il au niveau des régimes politiques mis en place ou au niveau des hommes qui les incarnent? C'est à ces questions que nous tenterons de trouver des réponses. Faut-il repenser la démocratie en Afrique? Quel modèle africain de gouvernance politique? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Ilham Diallo, vous êtes chercheur, également doctorant en géopolitique. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis heureux de partager aussi ce plateau avec M. Camara et de faire face à l'excellent journaliste que vous êtes. Merci beaucoup. Tout le plaisir également est pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Ibrahim Camara, un confrère, vous êtes journaliste spécialisé également en relations internationales. Merci également, Camara, d'être là avec nous. Merci, Daouda. C'est un plaisir pour moi de partager, comme d'habitude, ce très joli plateau. Et plaisir toujours partagé. Après 2 mois de bras de fer entre Paris et Niamey, le président français a finalement confirmé le retrait de ses troupes du Niger. Une première vague a quitté le pays, je le rappelais tout à l'heure, une première vague de 400 soldats. Quelle analyse déjà faites-vous de la détérioration continue des relations aujourd'hui entre Paris et Niamey? Une déception totale, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel scénario. Vu les derniers développements, alors que le président Emmanuel Macron avait tapé sur la table pour vouloir coûte que coûte remettre le président Bazoum sur son siège de président du Niger. Malheureusement, la junte a finalement eu raison sur Paris. Donc, ce à quoi on ne s'attendait pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui sont mécontents contre les prises de position d'Emmanuel Macron, en ce qui concerne l'Afrique surtout. Et ces positions ne sont pas du tout partagées par beaucoup de diplomates, car le problème pouvait être géré autrement. Malheureusement, la France est sortie trop petit de cette histoire et continue encore d'errer dans le Sahel tout en ne sachant pour l'instant où se donner la tête. Donc c'est une situation quand même qui n'honore pas du tout la diplomatie française et Emmanuel Macron est en train de chuter quand même, une chute libre. Et si on reste aujourd'hui avec la diplomatie française, est-ce que le maintien de la position des autorités nigériennes de transition et la situation dans laquelle se trouvait également l'ambassadeur Ike, l'ambassadeur français au Niger, est-ce que tout cela n'a pas poussé aujourd'hui les Français à finalement accepter de se retirer aujourd'hui de ce pays qui est le Niger? Oui, bien sûr, bien sûr. Les militaires nigériens ont été très stratégiques malgré les nombreuses menaces qu'ils ont reçues, malgré les nombreuses pressions qu'ils ont reçues de par le monde entier. Ils ont tenu et ils ont aussi déroulé leur stratégie qui a finalement payé. Mais ça aurait été plus simple pour Paris de négocier dès le départ, de trouver un terrain d'entente avec la junte que de vouloir coûte que coûte mener un bras de fer en s'appuyant sur la CEDEAO. Et malheureusement pour Emmanuel Macron, aujourd'hui la junte a eu raison. Et comme vous le disiez tantôt, en menant cette stratégie, sans tambour ni trompette, ils ont su pousser quand même IT à sortir du Niger. Ils l'ont obligé à prendre le vol de Paris.
alors qu'on ne s'attendait pas du tout à un tel scénario. Donc ça a été pas du tout compliqué, très simple pour la junte. Donc ils n'ont pas pris les armes ni faire quoi que ce soit qui allait indigner le monde entier. Peut-être que les Français s'attendaient à des gestes ignobles que le monde entier allait condamner. Mais heureusement pour la junte, ils ont su gérer de manière lucide cette question jusqu'à ce que la France recule et ce n'était pas... Et je rappelle que l'ambassadeur Sylvain Ité était persona non grata dans le pays puisque son agrément, son accréditation en tout cas lui avait été retiré par les nouvelles autorités Paris nigériennes. ne reconnaît pas jusqu'à présent la junte qui est en place, mais ils ont cédé. Mais finalement, ils ont accepté quand même de se retirer, ce qui était une exigence, je le rappelais, des nouvelles autorités du Niger. Et il y a une cellule de coordination qui a été mise en place, une cellule de coordination entre militaires nigériens et militaires français pour aujourd'hui organiser ce désengagement jusqu'à son terme, c'est-à-dire d'ici aujourd'hui le 1er janvier 2024. Par rapport à tout ce qui vient d'être relaté, est-ce qu'en partie également, il n'y a pas aujourd'hui un échec de la diplomatie française dans le Sahel? Mais bien sûr, on assiste en fait à un échec de la diplomatie française dans le Sahel. Et ça, c'est illustré au niveau du Burkina d'abord, après, puis au Mali et ensuite au Niger. Moi, je ne suis pas surpris en fait de cette situation parce que c'est une suite logique. Et quand on voit même actuellement, en fait, on ne peut plus parler du Niger en tant que pays individuellement. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, quand on parle du Niger, on parle du Burkina, on parle du Mali aussi. L'Alliance des États du Sahel qui est régie par la charte du Liptako Gourma. Voilà, tout à fait. Et que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, ils ont chassé en fait les Français de leur pays. Donc, on s'attendait aussi à ce que le Niger fasse de même. Maintenant, pour que en fait le retrait des Français ne soit pas en fait un retrait peut-être violent, parce que il y a eu des manifestations, des civils peut-être qui pouvaient s'attaquer en fait aux militaires français. Donc je pense que c'est dans cette logique que cette charte a été signée pour que en fait le retrait soit quelque chose de facile en fait pour les militaires français. D'ailleurs, pour le retrait aujourd'hui de ces militaires par voie terrestre, des messages radio ont été passés par les autorités nigériennes pour veiller à ce que les civils aujourd'hui laisser militaires là passer et puis se retirer du pays sans heurts et sans problème également. Vous le rappeliez tout à l'heure, le Niger, d'abord il y a eu aujourd'hui le retrait des militaires français du Mali, ensuite du Burkina et la remise en cause aujourd'hui des accords qui lient la France avec ces pays-là. Aujourd'hui c'est au tour du Niger. Est-ce qu'il n'y a pas lieu également pour la France ou pour le gouvernement français aujourd'hui de revoir cette politique qu'il est en train de mener avec ses anciens alliés ou bien avec ses alliés et anciennes colonies? Là, vous venez de poser une question qui est essentielle. Et là, vous allez me permettre quand même de revenir sur un certain nombre de faits pour faire un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas de ceux qui prennent comme point de départ de la situation sécuritaire au Sahel l'intervention de l'OTAN en Libye. Parce que bien avant ça, il y a eu en fait une certaine situation sécuritaire avec les rébellions Touareg au Niger et au Mali en 1990. Et après cela, bon, il y a eu des accords, mais malgré ces accords-là, les remous ont fait des centaines de morts, plus de 300 morts, etc., etc. Donc si on fait une analyse, on peut se dire sans risque de se tromper que les Touaregs ont en quelque sorte préparé le terrain et après l'intervention de l'OTAN en Libye, qui sont venus en fait au nord Mali, occuper les villes que les Touaregs avaient prises. Il s'agit de Gao et de Kidal. C'est après qu'ils se sont emparés de Donc des occupations qui étaient préparées par ces groupes terroristes des années avant. Par les Touaregs plutôt pour ces groupes terroristes des années avant. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La France s'est empressée d'intervenir. L'opération Serval. Je pense que là, il faut qu'on joue un peu sur la sémantique qui est aussi importante. Que signifie Serval? Serval signifie chat d'Afrique, chat sauvage d'Afrique. Et la particularité de ce chat, c'est qu'il marque son territoire et défend son territoire. Maintenant, c'est une manière pour la France, en fait, de revenir sur un territoire d'où ils avaient été chassés par le président Modibo Keïta depuis 1961. Et maintenant, après l'opération, et là, ce qu'on comprend par Serval, c'est qu'en fait, la France, psychologiquement et historiquement, considère cette partie-là du Sahel
comme en fait sa zone d'influence. Et maintenant, après l'opération Serval, il y a eu l'opération Barkhane. Que signifie Barkhane? Barkhane signifie dune en forme lunaire. Cela veut dire bouclier. Mais bouclier contre quoi? Contre quoi? Bouclier pour protéger quoi? Mais pour protéger en fait cet axe-là allant de la Mauritanie avec l'exploitation pétrolière française en Mauritanie jusqu'au Niger avec l'exploitation de l'uranium au Niger. En fait, la France n'est intervenue au Sahel que pour protéger en fait ces exploitations, ces intérêts. Cela veut dire quoi? Après cela, on a sur le terrain des opérations, on a remarqué que même les interventions militaires françaises en fait étaient ciblées. C'était par rapport à leurs intérêts. Et ça a fait quoi? Ça a fait que quand la France, par exemple, bombarde des positions djihadistes, ils s'éparpillent un peu dans la région. C'est ce qui a fait que, en fait, il y a un rappel historique et sémantique important. Vous avez rappelé tout à l'heure la question des intérêts français, mais est-ce que cela ne doit pas interroger sur un autre point également, c'est-à-dire la nécessité pour nos gouvernants ou nos dirigeants également à eux de défendre les intérêts de leur peuple et les intérêts de leur pays? Mais je pense qu'en fait, c'est dans cette logique qu'on a assisté à des coups d'État dans ces trois pays-là. Parce que, avec la complicité en fait de nos gouvernants, aujourd'hui ce qui se passe au Niger avec le président Bazoum, on a tous critiqué les institutions internationales, les pays occidentaux, ils ont comment dirais-je, ils ont critiqué en fait le coup d'État au Niger. Mais en fait, les coups d'État ont des causes aussi. Parce que les militaires se sont rendus compte en fait de la malgouvernance installée par nos dirigeants, les dirigeants civils, mais qui sont sous la felure en fait des puissances occidentales. Et aujourd'hui, ces militaires également ont montré leurs limites puisque ce n'est pas la première fois que ces États africains connaissent des régimes militaires également de transition. Nous avons vu ce qui s'est passé, que ce soit aujourd'hui au Mali ou bien au Niger, un pays également qui traditionnellement a connu d'autres coups d'État, ou bien même au Burkina et même en Guinée. On a également vu aujourd'hui ce qui est advenu en tout cas des coups d'État que ces pays-là ont connus. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur toutes ces questions-là. Et Ibrahima Kamara, les premiers convois de ces soldats français se sont déplacés vers le Tchad via plus de 1600 km de routes et de pistes. Je rappelle que les autorités nigériennes étaient catégoriques. La voie vers le Bénin, qui est la voie la plus courte et en tout cas ne leur était pas autorisée, déjà que les frontières sont fermées entre le Niger et le Bénin, et le Niger et le Nigeria également. La capitale N'Djamena abrite le commandement des forces françaises du Sahel. D'autres groupes de soldats et de logistique également partiront progressivement vers les voies terrestres et aériennes, un retrait qui va prendre fin en début 2024. Selon vous, quel avenir aujourd'hui pour ces soldats français au Sahel? Disons quel avenir pour la France, si on peut reformuler la question autrement, puisque ces soldats ne sont pas là par hasard. Donc, comme vient de le dire mon ami Diallo, il y a eu une succession d'événements qui ont été à la cause de l'arrivée de ces soldats français dans le Sahel. Je crois que ce soit les soldats français ou la France, la position de la France dès le début de cette crise n'a pas été une bonne position. Donc ils ont raté le coche. Paris devrait quand même prendre le taureau par les cornes dès le début, entamer une diplomatie qui pourrait leur permettre d'avoir une meilleure position, parce que la France a besoin de l'Afrique, quoi qu'on dise, et ce sont des partenaires privilégiés depuis plusieurs décennies. Donc, vu les rumeurs qui ont circulé au sein des populations ouest-africaines, à travers les réseaux sociaux, à travers des activistes qui ont activé un sentiment anti-français, les Français devraient quand même s'attendre à ce scénario-là. Et malheureusement, ils ont dormi sur leur laurier. Le Mali, quand le Mali les avait chassés, vous vous souvenez qu'il n'y avait pas eu de résistance. Le Burkina aussi, la même chose, mais ils se sont repliés au niveau des trois frontières, comme ils disent. Comme le disait Diallo, c'était quand même pour protéger leurs intérêts, puisque certaines entreprises françaises comme Areva et entre autres sont concentrées au Niger. Et il était important pour l'armée française de défendre ces zones stratégiques
qui permettait quand même à la France de survivre, surtout à travers le nucléaire. Donc, vu aujourd'hui la configuration... Est-ce que ce ne sont pas ces intérêts, pour reprendre la même question que j'ai posée tout à l'heure à Diallo, la France est là pour défendre ses intérêts, d'accord? Mais est-ce que ce n'est pas dans la même logique aussi que sont les États qui constituent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire la défense de leurs intérêts, vu aujourd'hui leur position par rapport à la France? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est l'approche. L'approche des deux camps. C'est bien beau de fomenter un coup d'État, de chasser un pouvoir, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Parce qu'on ne va pas changer quand même. À quoi sert de chasser la France et de faire venir un autre partenaire qui aussi sera là pour ses propres intérêts, peut-être même sera pire que la France, on ne sait jamais. Et donc, c'est aux Africains de prendre leur destin entre leurs mains et de savoir ce que nous voulons exactement et de travailler pour le développement aussi de nos pays. Malheureusement, nous sommes face à un impasse puisque nous n'avons pas encore vu, en tout cas, des programmes politiques solides, dignes de ce nom que les jeunes qui sont actuellement au pouvoir ont mis en place pour permettre à nos États quand même de sortir de cette extrême pauvreté. Donc, tout le problème se trouve là. La France qui était là avant n'a pas su gérer en amont ces problèmes afin de rester dans ces zones stratégiques. Et les pays dans lesquels se sont déroulés aussi ces coups d'État, pour l'instant en tout cas, n'ont pas encore mis en place des programmes qui pouvaient permettre vraiment à ces populations-là de dire attention, nous sommes en sécurité, nous sommes sur la voie du développement ou alors... C'est d'ailleurs en partie l'objectif de cette alliance-là, puisque cette alliance des États du Sahel n'est pas que militaire, il y a également un volet économique aujourd'hui. Comment travailler ensemble sur des projets de développement. Voilà, déjà comment travailler entre le Burkina, le Mali et le Niger sur des projets de développement, réunissant aujourd'hui les trois pays et d'autres partenaires qu'ils ont. Aujourd'hui, la France qui s'est retirée du Burkina, du Mali, du Niger, mais qui garde toujours des bases dans cette zone Sahel. On peut citer aujourd'hui la base de Dakar, en tout cas au Sénégal, la base également à Abidjan en Côte d'Ivoire, toujours en Afrique de l'Ouest, et également une autre base au Gabon, en Afrique centrale plus particulièrement. Aujourd'hui, avec cette situation des soldats français qui quittent une bonne partie du Sahel, surtout cette zone des trois frontières, quel repositionnement aujourd'hui de ces forces françaises-là dans cette zone du Sahel? Ou bien même en Afrique, puisqu'on le rappelle, il y a également l'évolution de la menace terroriste vers le golfe de Guinée. Il y a aussi la situation dans le bassin du lac Tchad. Oui, je pense que, quoi qu'on dise, on a remarqué que la France actuellement est en train de perdre du terrain, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, la France, les forces françaises quittent le Niger, mais une bonne partie de cette force-là va s'installer au Tchad et une autre partie peut-être va rentrer en France. Et maintenant, on ne sait pas maintenant où est-ce que les intérêts français vont appeler encore, en fait, des contingents français. On ne le sait pas, ça dépendra simplement de leurs intérêts et aussi de leur intelligence politique, si je peux m'exprimer comme ça. Et il est un peu difficile de répondre aujourd'hui à cette question-là parce que ça relève en fait de la géostratégie et on ne sait pas demain véritablement où est-ce que la France va déployer ses forces ici en Afrique, en dehors des forces qui sont déjà présentes, comme vous l'avez dit. Mais quand même, je pense que la France, en fait, a beaucoup perdu en Afrique. Je pense que... Et la France a beaucoup perdu en Afrique, comme vous l'avez dit. La France n'était pas seule sur le terrain. Il y avait aussi des forces occidentales. Quel avenir pour ces forces occidentales-là dans cette zone Sahel? Plus particulièrement aujourd'hui, les forces Takuba, aujourd'hui, la force européenne Takuba, qui après avoir quitté le Mali avec les forces françaises Barkhane, s'était aussi redéployée dans cette partie du Niger. Oui, en fait, la force Takuba, par exemple, qui n'était pas une force véritablement opérationnelle, je pense que la force Takuba était là pour renforcer en fait l'opération Barkhane et aussi la MINUSMA. Et maintenant, puisqu'il n'y a plus l'opération Barkhane, ou bien en tout cas dans ces trois pays-là, je pense que aussi la force Takuba
va aussi disparaître de cet espace-là. Et même les autres forces qui sont... Parce qu'il n'y avait pas que la force Takuba, il y avait aussi la MINUSMA qui ont aussi plié bagage et tout. Donc le retrait est en cours également. Voilà, et c'est ce qu'il faut maintenant noter par rapport à ça. C'est que les juntes au pouvoir ne sont pas compatibles avec la présence militaire extérieure. Pourquoi? Parce que, en fait, la présence militaire extérieure... Mais peut-on dire que ces autorités de transition ou bien ces pouvoirs militaires ne sont pas compatibles avec la présence militaire extérieure? Je m'explique. Le groupe privé paramilitaire, c'est une présence militaire extérieure. Les groupes russes également, qui sont des groupes russes qui combattent aujourd'hui aux côtés de ces pouvoirs-là, ce sont des puissances militaires extérieures. Les Américains qui sont dans la zone 102 d'Agadez, ce sont des puissances militaires extérieures. Les Italiens, les forces italiennes également au Niger, encore disposées à collaborer avec l'actuel pouvoir au Niger également, c'est une puissance militaire extérieure. Donc peut-on dire qu'ils ne sont pas compatibles, vu qu'il y a certains en tout cas qui sont toujours là et qui collaborent avec ces pouvoirs militaires? Voilà, non, vous avez raison. Moi, je parle du point de vue en fait de l'opérationnalité, c'est-à-dire du point de vue aussi de l'objectif militaire. Parce que on a remarqué qu'en fait ce sont les forces françaises qui ont été les plus actives en fait au niveau du Sahel, qui ont été véritablement opérationnelles. Parce que la MINUSMA n'était pas déployée au niveau du Sahel pour faire la guerre. Mais en fait, ce sont les forces françaises qui se sont déployées pour véritablement faire face en fait au terrorisme. Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis qu'en fait ces forces-là ne sont pas compatibles en fait aux juntes militaires? C'est que une des raisons pour lesquelles ces forces-là sont déployées en fait dans ces pays-là, c'est en fait c'est comme les gardes présidentielles. C'est en partie pour protéger aussi les présidents. Et donc, dès lors que, en fait, maintenant, ce ne sont plus les civils qui dirigent ces pays-là, c'est la junte militaire, donc ils sont plus compatibles. Il y a une certaine méfiance entre ces autorités militaires et ces forces françaises-là également. C'est ce que je veux dire. Ok. Et Ibrahima Kamara, vous concernant, selon vous, quelles conséquences est-ce que ce retrait des forces françaises de cette zone Sahel pourrait avoir, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Puisque Ilham l'a rappelé tout à l'heure, c'était des forces qui soutenaient beaucoup également ces États dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, sur le plan de la formation, sur le plan du déploiement des renseignements et tout. Vous savez, c'est un risque quand même, parce que moi j'ai peur qu'on se retrouve dans un impasse, une situation très compliquée, une situation d'insécurité dans la zone du Sahel, puisque la France quand même, quoi qu'on dise, maîtrisait parfaitement le Sahel et était arrivée quand même à bout de ces djihadistes. On se souvient en 2013, lors de l'intervention française sur demande du Mali, puisque à l'époque, n'oublions pas que la junte malienne avait fomenté un coup d'État contre le président ATT. Et donc c'est pendant que Sanogo prenait le pouvoir que les djihadistes ont quitté le nord pour se diriger vers Bamako. Pour prendre Bamako. Voilà, donc nous, en réalité, nos pays n'étaient pas du tout préparés à ce genre de scénario pour faire face à ce genre de situation d'insécurité. Et d'où l'intervention de la France. Donc si la France plie ses bagages et que nos Et d'ailleurs, le président Hollande à l'époque avait même été accueilli en héros à Tombouctou. Exactement, à Tombouctou. Et même des enfants qui venaient de naître ont été baptisés François Hollande. Donc il faut que nous, pays africains, qu'on soit d'abord préparés en amont pour pouvoir prendre la question sécuritaire à bras le corps et défendre l'intégrité territoriale de nos pays. Sans quoi, la France qui va plier bagages et partir, les Français ne vont jamais nous donner leur armada ou leur matériel pour qu'on défende nos territoires, puisqu'ils ont été sachés, comme on le sait, d'une manière pas du tout catholique. Donc moi je pense que c'est un risque quand même énorme, sincèrement, il faut le dire, puisque depuis le départ des Français, d'ailleurs, on constate qu'il y a davantage des attaques terroristes qui sont à l'origine de beaucoup de pertes en vie humaine du côté militaire, que ce soit malien ou burkinabé ou même nigérien. Et on reste sur ce point-là, les attaques terroristes que l'on voit depuis le départ, comme vous l'avez rappelé. Et c'est un risque énorme si réellement nos pays ne sont pas préparés à faire face à ces situations d'insécurité, pour demander à la France de partir,
tout en oubliant de mettre en place des dispositifs de sécurité. Et par rapport à ces risques dont vous parlez, M. Diallo, par rapport à ces risques, est-ce qu'aujourd'hui le partenaire russe, je vous parlais du Kremlin, l'État russe et également le groupe privé paramilitaire, ainsi qu'aujourd'hui les autres partenaires comme l'Alliance des États du Sahel, est-ce que cela peut constituer une alternative dans la lutte contre le terrorisme pour ces États-là du Sahel? Oui, c'est fort probable, hein. Parce que aujourd'hui, je me souviens quand il y a eu le coup d'État au Niger, on a vu en fait le drapeau français brûlé et voilà le drapeau russe brandi. Et aujourd'hui, en fait, les relations sont meilleures entre la Russie et ces pays-là qu'entre la France et ces pays-là. Donc, je pense qu'un soutien militaire de la part de Moscou serait en fait non seulement le bienvenu, mais je pense que c'est en cours d'être négocié. Et d'autant plus que voilà, Wagner est déjà présent dans la région, c'est sûr. Mais moi, je pense que en fait, les jeunes au pouvoir, au Burkina, au Mali et au Niger, je pense qu'eux aussi, ils ont véritablement mesuré en fait les enjeux. Véritablement. Et les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, comme vous l'avez dit, ont véritablement mesuré les enjeux de la situation avant de demander ce retrait des Français là de leur pays. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de modèle de gouvernance politique. Quel modèle de gouvernance politique pour nos États africains? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief sur Média. Monsieur Diallo, depuis 2 ans, on note dans la région ouest africaine une succession de coups d'État militaires. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette instabilité politique et institutionnelle dans cette région de l'Afrique? Merci beaucoup. Je pense qu'en fait c'est une suite logique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Les gens s'empressent à condamner en fait les coups d'État militaires, mais ne réfléchissent pas véritablement sur les véritables causes de ces coups d'État militaires. On peut se permettre de donner certains exemples. Par exemple, au Mali, quand il y a eu en fait le coup d'État militaire. Avant le coup d'État militaire, il y a eu en fait la bataille d'Akelok, où les militaires maliens ont été lamentablement massacrés. Et pendant cette bataille, vous vous rendez compte, vous pouvez avoir 3 à 4 militaires maliens qui se partageaient une seule arme. Les autres se cachaient et l'un, il est là en train de tirer. Quand il se fatigue, un autre vient le remplacer. Et pendant ce temps, figurez-vous, la fille de ATT était en train de fêter ses 2 milliards avec ses amis. Comprenez? C'est après cela que le coup d'État avait été fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et on peut donner d'autres exemples, même avec le Niger. Même problématique dénoncée également sous le magistère du président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Tout à fait, avec la corruption. Et après, il y a eu aussi des coups d'État qui s'en sont suivis. En Guinée, le coup d'État a été fait parce que simplement, le président Alpha Condé a voulu briguer, ou bien a brigué en fait un 3e mandat. Et aussi, on peut prendre l'exemple du Niger. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a assisté véritablement à l'échec de la démocratie en Afrique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, débouche sur cette série de coups d'État. Par rapport à cette question-là, certains observateurs imputent la faute, comme vous venez de le faire, à une mauvaise gouvernance des civils au pouvoir. D'autres évoquent une instrumentalisation des chartes fondamentales et des différentes institutions à des fins politiques. Vous venez de donner l'exemple de la Guinée également, la République de Guinée. D'autres même parlent des conséquences de la situation sécuritaire dans le Sahel. Selon vous, qu'est-ce qui justifie réellement cette situation d'instabilité, au-delà aujourd'hui de ces points abordés, à savoir la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance en tout cas des civils, ou bien également les conséquences politiques de l'instrumentalisation des institutions ou des chartes fondamentales? Voilà, c'est ça. Je disais tout à l'heure qu'en fait, on a assisté à l'échec de la démocratie en Afrique. C'est un système politique apparemment qui n'est pas véritablement adapté à nos réalités. Ou bien, aujourd'hui, on peut parler de démocratie africaine qui est caractérisée par, en fait, des dirigeants
qui s'accaparent en fait toutes les richesses de nos pays, toutes les ressources et laissent véritablement les populations dans le désarroi total. Et ça ne peut pas prospérer. À un certain moment, il faut qu'il y ait des réactions. Aujourd'hui, on assiste à une vague comme une révolution en fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on parle souvent de terrorisme. Mais regardez aujourd'hui en fait les jeunes qui prennent les pirogues pour aller en Europe. Mais ça, la mer aujourd'hui tue plus que le terrorisme dans le Sahel. Et ça, on se pose la question de savoir pourquoi les jeunes ils partent et ils prennent le risque en fait de faire face aux dangers de l'océan pour partir en Europe. Mais pourquoi ? Parce que simplement, ils n'ont pas de perspective dans leur pays. Et cela est dû au fait que, véritablement, il y a une malgouvernance en Afrique. Et ce sont des situations sur lesquelles également ces groupes terroristes surfent souvent, puisqu'ils font également des propositions financières et autres propositions à ces jeunes désœuvrés et désemparés, une façon également de les endoctriner et de les amener vers cette idéologie d'extrémisme violent. Et Ibrahima Kamara, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se dire que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique ou bien aux États africains, si l'on sait qu'en tout cas, elle a donné des résultats. Il y a eu des élections dans nos pays, il y a eu des pouvoirs qui ont été élus, il y a eu des modèles démocratiques également qui ont donné des résultats. Donc peut-on dire que la démocratie n'est pas adaptée à nos États ou à nos réalités? Il n'y a pas que la démocratie, Daouda. Au-delà même, tous les modèles, que ce soit social, économique, culturel, entre autres, sont des modèles qui nous ont été importés. Et donc ces modèles exogènes qui sont importés de l'Occident et qui sont calqués aux réalités socio-économiques ne sont pas compatibles avec nous. Ça ne nous ressemble pas et ne nous ressemble pas malheureusement. Mais pourtant, Ibrahima, ces modèles ont donné des résultats. Oui, des résultats probants depuis plusieurs années. Mais vous n'en disconvenez pas avec moi que 60 ans après les indépendances, 60 ans quand même, c'est suffisant pour poser les jalons d'un développement durable. Mais l'Afrique en est où? Mon ami Diallo le disait, les jeunes prennent la mer à la recherche de l'Eldorado, d'une vie meilleure, alors que l'Afrique regorge autant de ressources. L'Afrique est en train de faire vivre le reste du monde, alors que nous vivons une extrême pauvreté. Le Niger, dont on parlait tout à l'heure, est le 7e producteur d'uranium au monde, mais fait partie aussi des 7 pays les plus pauvres au monde. Comment peut-on expliquer cette situation et ce phénomène? Mais pour rester sur ce point, comment peut-on expliquer cette situation? C'est-à-dire, vous venez de rappeler toutes les richesses naturelles dont regorgent nos États, et vous parlez également de problèmes de compatibilité avec la démocratie. Mais au vu de ce rappel que vous venez de faire, le problème se situe-t-il au niveau du système démocratique ou plutôt des hommes qui l'incarnent? Puisque la malgouvernance, ce sont les hommes qui incarnent les institutions et non ce système ou ce régime démocratique-là. Tout est lié, puisque celui qui a faim quand même, on ne peut pas lui parler de démocratie pour qu'il le comprenne. La personne a d'abord besoin de mettre quelque chose dans son ventre. Donc cette extrême pauvreté pousse les gens vers la corruption, vers l'endoctrinement, vers tant d'autres phénomènes qu'on peut expliquer. Mais cette personne-là n'a pas le temps d'observer ou de comprendre un modèle démocratique. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est d'abord son pain. Donc l'Afrique en est là encore. C'est-à-dire qu'on essaye de copier un modèle occidental qui ne nous ressemble pas, Daouda. Les Occidentaux, ils sont à des siècles de lumière devant nous. Et je me souviens, le président Azouani disait le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, le meilleur ascenseur, il disait en ces termes, le meilleur ascenseur de lutter contre la pauvreté, c'est l'éducation. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'éducation très faible en Afrique subsaharienne, en tout cas. Et donc, ce sont tant de phénomènes, ce sont tant de causes qui font que l'Afrique, quand même, reste encore dans cette extrême pauvreté. Et si on ne prend pas garde, malheureusement, le Cheikh Anta Diop le disait souvent, nous avons intérêt à repenser tout notre système, même notre système éducatif. Vous voyez aujourd'hui que notre système éducatif est tellement en retard que les jeunes sont désœuvrés. On ne sait même pas, on connaît même pas quels sont le modèle éducatif qu'on doit apprendre et qui quand même peut permettre à ces jeunes d'avoir des opportunités professionnelles. Et tant d'autres. Adapter les curricula éducatifs aujourd'hui aux réalités de ces pays et même aux réalités du monde de l'emploi. Mieux encore, on ne parle même pas nos langues maternelles. Et ça, c'est un grand retard que l'Occident nous a encore posé. Et ça s'empire.
Et donc, nous sommes dans un impasse où il faut qu'on repense tous nos modèles sociaux, économiques, culturels, entre autres. Sur ce point-là, certains pays... allez-y, on dirait que vous vouliez rebondir sur ce là, parlant d'éducation, je pense que M. Camara, il a parfaitement raison, parce qu'après la colonisation, on n'a pas su, en fait, apporter une rupture, même par rapport à l'éducation, en fait, occidentale. Alors qu'avant la colonisation, l'Afrique avait en fait son modèle d'éducation. Aujourd'hui, moi je connais presque tous les auteurs français, britanniques et américains, mais le poète le plus prolifique d'Afrique, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Je n'ai jamais étudié un seul de ses poèmes d'école primaire à l'université. Un seul de ses poèmes. Alors que, en fait, dans ses écrits, il y a plus de valeur, à mon sens, que dans les écrits, par exemple, de Victor Hugo ou de Lamartine, etc. etc. Voilà, tout à fait. Un rappel pour un retour aux sources à travers l'éducation et le fait de revoir les curricula, comme l'a rappelé tout à l'heure. Tout à fait. Et aussi, je veux juste ajouter un point. Il faut aussi se rappeler que l'Afrique, avant la colonisation, a eu ses valeurs aussi. On se souvient de la charte du Kourou Kamfouka. On se souvient aussi de l'Ubuntu, le Usunsu, quand vous allez en Afrique de l'Est. Il y a aussi le Kher en Afrique de l'Est, qui ont été en fait établis avant même la Constitution américaine. Mais aujourd'hui, on jette tout ça et on adopte en fait un modèle qui nous vient d'ailleurs. Et c'est cette charte du Koukan Fouga qui date même d'ailleurs du XIIe siècle, bien avant la Constitution américaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et n'y a-t-il pas aussi ce qu'on pourrait appeler les pièges de la tenue des élections et même la question de la séparation des pouvoirs? Je veux parler par là de l'organisation aujourd'hui d'élections. Des élections sont organisées, il y a des gens qui ont gagné et qui ont perdu, donc c'est bon, tout se passe bien. Autre chose également, on parle d'une séparation des pouvoirs, mais c'est souvent l'exécutif qui prédomine sur le législatif et sur le judiciaire. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas ce piège-là également des élections et de la séparation des pouvoirs au sein de ce régime-là ou bien de ce système qu'on appelle démocratie? Mais vous avez parfaitement raison en posant cette question. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de manière superficielle, les gens se disent que s'il y a une élection et que quelqu'un l'emporte, voilà, le pays, il est démocratique. Alors que non. Et la démocratie ne se définit même pas la question du taux de participation à ces élections et même l'inclusivité. Des fois, une bonne partie de l'opposition ou de certains groupes sont exclus des élections. Mais tout à fait. On a l'exemple de l'élection de Bazoum, de la venue de Bazoum au pouvoir. Parce que qu'est-ce que le président Issoufou a fait? Il a écarté en fait l'opposant qui était le mieux placé à remporter les élections pour baliser en fait le terrain à Bazoum. Bazoum a gagné les élections de manière démocratique. Mais quand même, Amadou qui faisait face à la justice nigérienne et qui d'ailleurs est revenu actuellement au Niger. Voilà, tout à fait. Et vous savez, en fait, le problème, un des problèmes, des grands problèmes de nos États, c'est quoi? C'est la violence d'État. Aujourd'hui, la violence d'État. Et la violence d'État, on peut l'observer dans tous les secteurs. On la voit sur les routes, on la voit sur les services publics, dans les services publics. Et rien ne semble pouvoir arrêter cette violence d'État. C'est-à-dire ça va au-delà même des limites en fait tracées par l'État de droit. On le retrouve au niveau de la justice, on le retrouve au niveau des forces de défense et de sécurité. Et donc, le citoyen lui-même, il se sent persécuté. Et ça, comme je disais tout à l'heure, à un certain moment... Tentons aujourd'hui d'essayer de comprendre cette violence d'État. Est-ce que cela ne s'explique pas? Cette violence d'État ne s'explique-t-elle pas en partie également par cette omnipotence aujourd'hui d'un homme qui est appelé président de la République sur tous les autres pouvoirs? Comment rompre aujourd'hui avec cet hyper-présidentialisme pour en tout cas essayer d'éviter qu'on en arrive à cette violence d'État-là ou bien à ce qu'un seul homme avec grand H puisse concentrer tous les pouvoirs? Oui, vous savez, en Afrique, on le dit souvent en Wolof africain de Fobogungour. Ça va être un peu compliqué véritablement, mais je pense que c'est vraiment possible. Parce que, en fait, il faut que les peuples africains se battent en fait pour le respect de leurs institutions. Parce que dans un pays qui se dit démocratique, s'il n'y a pas de respect des institutions, il ne peut pas y avoir de démocratie. Il ne peut pas y avoir même de développement. Parce qu'en fait, tout est lié. Parce que si, par exemple, l'exécutif peut se permettre de tout faire, cela veut dire que l'exécutif va tout s'emparer. Les richesses
et après, il n'y a pas de justice même pour le freiner. Donc c'est ça, en fait, l'hyper-présidentialité, il faut qu'on la freine. Mais comment ? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait une véritable révolution, sur le plan intellectuel, sur le plan des mentalités, mais aussi sur le plan politique. Camara, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir donc notre rapport au pouvoir et notre rapport aux institutions, changer de paradigme et revoir notre rapport au pouvoir et notre rapport à la chose publique? Absolument, parce que c'est ce que disait le président Obama quand il était venu en Afrique. Il disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. Et il avait parfaitement raison. Donc je rejoins Diallo parce que... Mais est-ce que cela ne pourrait pas aussi être le contraire, Ibrahima? Souvent les institutions sont fortes, mais des hommes viennent, les adaptent à leur guise et les modifient comme ils veulent. Mais s'il n'y a pas de contre-pouvoir, Daouda, et si les hommes sont obnubilés par le pouvoir, ils n'en feront qu'à leur tête. Est-ce que c'est pour cela que je parlais de revoir notre rapport au pouvoir et à la chose publique? Tout est lié. Et malheureusement, souvent, on a l'impression que les peuples africains sont très en avance sur leurs dirigeants. Et on dirait qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, lorsque vous entendez les Africains se plaindre, parler dans les médias ou alors critiquer certaines façons de faire ou alors certaines manières de confisquer la démocratie, vous vous rendez compte que nos dirigeants sont très en retard par rapport au peuple, malheureusement. Et donc, vous avez parfaitement raison de dire qu'on devrait changer de paradigme, puisque si nous avons des institutions fortes et que les hommes ne suivent pas aussi, il y aura toujours un retard. Donc pour combler ce retard, il faut que nos dirigeants sachent qu'ils sont là pour et par le peuple. Et malheureusement souvent, au début, quand un nouveau régime se met en place, il y a de l'espoir qui est suscité. Mais malheureusement, à l'arrivée, on est souvent très déçus. Et donc, on ne sait pas s'il y a une mouche qui nous pique et qui nous fait changer tout de suite les idées, les avis et autres. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont passés par là. Leur parcours a été jalonné d'épines. Ils sont passés par tous les chemins avant d'arriver. Ils ont été de bons opposants, mais des fois de piètres dirigeants. Seul le président Nelson Mandela a eu quand même la grandeur et la hauteur de montrer une voie du salut, de montrer vraiment à son peuple la voie qu'il fallait emprunter. Et malheureusement, la plupart d'entre eux ont échoué ou alors ont très mal fini ou sont sortis par la très petite porte. C'est ce qu'on vit malheureusement. Et donc, comment voulez-vous que le monde entier nous respecte si nos États fonctionnent de la sorte, si nous n'avons pas des institutions qui sont respectées par ceux qui les incarnent d'abord? C'est là où le bas blesse dans un premier temps. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui suscite le réveil de la diaspora africaine. Si vous voyez que la diaspora africaine porte en premier lieu les combats démocratiques, c'est parce qu'ils ont envie coûte que la démocratie qu'ils ont découvert ailleurs puisse quand même être requinquée chez nous. Malheureusement, nos dirigeants n'en font qu'à leur tête. Mais disons-le aussi, ces leaders qui nous dirigent ne sont pas des extraterrestres. Ils sont issus quand même de notre société. Ce sont nos frères, nos cousins, nos oncles, nos pères, nos grands-pères et nos tantes, entre autres, qui nous dirigent aussi. Et demain, nous aussi, nous sommes appelés à diriger ce même pays. Malheureusement, les valeurs se dégradent de plus en plus et nous ne sommes pas encore sortis. Et ce qui nous renvoie à un retour aux valeurs, comme vous l'avez dit, et un autre point que vous aviez soulevé tous les deux tout à l'heure, c'est-à-dire un retour à l'éducation et à inculquer ces valeurs ancestrales qui ont toujours aujourd'hui prévalu, en tout cas, au sein de nos sociétés. Et qui ont montré leur preuve, Daouda, n'oublions pas, puisque vous prenez l'exemple du Sénégal, ici, le Sénégal seulement. Les self-made men dont on parle pour la plupart du temps, mais sont issus des Dara. Ils sont de Koki, ils sont des autres Dara traditionnels. Les Dara au Sénégal, ce sont des self-made men, des capitaines d'industrie aujourd'hui qui sont issus de l'enseignement coranique, de l'école des hautes études de commerce. Des capitaines d'industrie sénégalais qui sont sortis de l'école coranique. On minimise, pourquoi on sous-estime notre modèle? Ce sont des preuves tangibles qui sont là, qui sont palpables et on les voit. Ils n'ont pas fait Harvard ou... On reste avec ce retour aux sources-là, Camara. Monsieur Diallo, vous rappeliez tout à l'heure que ce n'est pas aujourd'hui, après la
colonisation que l'Afrique a démarré, qu'il existait aujourd'hui d'autres réalités, d'autres formes d'organisation, d'autres formes d'éducation aujourd'hui qui existaient bien avant cette étape qu'a connue le continent africain. Et la démocratie d'ailleurs étant un système en perpétuelle quête de perfection dans sa mise en œuvre, y a-t-il lieu alors de le tropicaliser sous nos cieux ou de travailler à un modèle de gouvernance qui s'inspire aujourd'hui de ces réalités dont vous parlez, à savoir ces réalités endogènes dont nous disposons pour essayer de les adapter par rapport au système politique que nous voudrions? Oui, en fait, vous savez, la difficulté de cette question réside dans le fait que, en réalité, le monde entier considère l'Afrique comme une seule entité, en oubliant qu'en fait, l'Afrique, c'est aussi des pays différents qui ont des trajectoires différentes et qui ont des histoires aussi, des cultures qui sont différentes. Et peut-être le Botswana peut ne pas être comme le Sénégal, la Guinée peut être différente de l'Afrique du Sud, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas ce qui a montré les limites de la démocratie? On a pris un système importé qui a été appliqué à tous ces pays-là sans tenir compte de ces paramètres que vous venez de dire. Voilà, tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il appartient à chaque pays, par rapport à son histoire, par rapport à ses réalités, par rapport à sa culture, de se définir en réalité. Bien vrai qu'en Afrique, il y a des ensembles, il y a des pays qui se partagent en fait une certaine histoire, une certaine réalité. Mais je pense qu'il faut que l'Afrique se redéfinisse en réalité. Et la chance de l'Afrique, c'est quoi? C'est que l'Afrique a pu observer les autres pays se développer et tout en notant, j'espère qu'on a noté, tout en notant les erreurs que ces pays-là ont commises. Aujourd'hui, nous avons maintenant la latitude de pouvoir nous développer sans pour autant commettre les mêmes erreurs. Mais il faudra qu'en fait ce développement de l'Afrique soit un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui est pensé par les Africains, mais pas un système de développement ou bien un système de gouvernance qu'on a copié ailleurs pour venir en fait l'adapter en Afrique. Pour moi, ça ne marche pas. On reste avec cette adaptation. Depuis plusieurs décennies, les systèmes de gouvernance évoluent sur ce continent africain et chacun avec ses limites, nous les avons soulevées tout à l'heure, et imperfections. L'Afrique va aussi connaître d'ici 2050 un doublement de sa population, ce qui aura un impact considérable également sur les systèmes de gouvernance. Pourrait-on aujourd'hui, dans ces conditions-là, continuer à gouverner des sociétés dont l'âge médian est de 19 ans, de la même manière que ces sociétés étaient gouvernées depuis des décennies? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, en fait, si vous remarquez, les jeunes Africains deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. Quand il y a eu le printemps arabe, moi j'étais beaucoup plus jeune, je m'étais dit que tôt ou tard ça allait aboutir en Afrique de l'Ouest. Et après, 2 ans après, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. Et aujourd'hui, même ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, c'est un peu aussi à cause, c'est un genre de révolution en fait que ces peuples-là sont en train de faire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, par exemple au Mali et aussi même au Niger, et même en Guinée, quand il y a eu les coups d'État, les gens sont sortis en fait jubilés. Pourquoi? Parce que simplement, ils en ont marre en fait de ce système qui est là depuis des décennies et qui les dirige. Et un système de prédation, un système qui ne leur offre en fait aucune opportunité. Donc ça ne peut pas continuer. Il faut que véritablement qu'on puisse apporter en fait des ruptures par rapport à notre système de gouvernance, parce que quand on parle de système de gouvernance, c'est très important le système de gouvernance, parce que c'est ce qui détermine véritablement le développement d'un pays. Je peux donner juste un exemple. Je peux donner plusieurs, mais je vais me focaliser sur un exemple. Je vais vous donner l'exemple en fait de Nogales. Nogales qui était une partie compris entre le Mexique et les États-Unis. Nogales appartenait au Mexique, mais avec les méandres de l'histoire, une partie s'est retrouvée aux États-Unis dans l'Arizona et une autre partie s'est retrouvée au Mexique à Sonora. Et Nogales, c'est le même peuple, le même climat, la même géographie, ils se partagent tout, la même culture. Et maintenant, au fil des années, quand on prend en fait une photo à vue d'oiseau de Nogales, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, la partie qui se trouve aux États-Unis, en Arizona,
est caractérisée par voilà, la modernité, les gratte-ciel, etc., etc. Mais l'autre partie qui se trouve en fait au Mexique, mais c'est comme des townships, quoi. C'est comme des bidonvilles. Et maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi. C'est le même peuple en fait, c'est juste une frontière qui les sépare. La même culture. Mais maintenant, pourquoi cette partie-là est prospère et gérée également par deux entités différentes. Voilà, et cela nous renvoie à notre rapport avec le pouvoir et notre rapport avec l'argent et également les avantages qu'offrent ces pouvoirs-là. Voilà, c'est ça en fait. Parce que simplement, la partie qui se retrouve aux États-Unis, en fait, bénéficie en fait d'une gouvernance qui permet à ces populations de pouvoir aller à l'école, d'être éduquées et aussi leur offre en fait des opportunités pour pouvoir changer leur environnement. Et l'on reste sur ces opportunités et l'exigence de plus en plus croissante des jeunes Africains. Il l'a dit tout à l'heure, des jeunes Africains de plus en plus exigeants. Un pouvoir aujourd'hui qui de plus en plus, pas quitte le pouvoir central, mais un pouvoir qui de plus en plus évolue du pouvoir central vers des autorités locales ou même des communautés et également une certaine remise en cause même de certaines autorités sous nos cieux. Comment aujourd'hui mieux en prendre en compte toutes ces considérations pour mieux répondre aussi aux aspirations de nos peuples à travers le modèle de gouvernance politique sous nos cieux? Moi, je crois que on ne va pas aller chercher on ne va pas sur la Lune pour chercher le meilleur modèle. Hein. Vous savez, souvent, j'observe bien les Asiatiques et j'essaie de comprendre un peu quel a été leur modèle économique. Vous allez dans un pays comme la Chine, aujourd'hui, qui est en train de faire bouger les lignes dans le monde, à travers, dans tous les domaines de la vie, et même ici au Sénégal. Même dans le Sahel, on parle des Français, pourtant, on pointe du doigt les Français, on développe un sentiment anti-français, mais derrière, on oublie que les Asiatiques aussi ont une bonne part des marchés en Afrique de l'Ouest. Ils sont dans tous les domaines. Vous voyez, mais ce qui les permet d'étendre leurs tentacules un peu partout dans le monde, c'est parce qu'ils ont inculqué en eux une culture du travail et du développement, mais une culture qui est compatible à leur modèle culturel, social et économique. Et c'est de là qu'ils sont partis pour vraiment rebondir et faire partir de ceux qui peuvent avoir leur mot sur le développement de ce monde. Malheureusement, nous sommes souvent pris entre le marteau des Occidentaux et l'enclume de certaines institutions qui dictent comme le FMI, la Banque mondiale entre autres, et on ne comprend absolument rien. Et vous venez de rappeler tout à l'heure le modèle asiatique. Certains pays africains également s'inspirent en tout cas de leur histoire et de leur réalité pour essayer de mettre en place un système politique qui soit plus adapté à leur réalité. Je peux donner l'exemple de l'Éthiopie, l'État fédéral d'Éthiopie, qui s'est beaucoup inspiré aujourd'hui de son histoire. Il y a également l'Afrique du Sud également. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle, Ibrahima Kamara, que vous êtes journaliste, également spécialisé en relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. Malheureusement, c'est la fin. Désolé. Merci encore d'avoir été avec nous, Ibrahima Kamara. Merci à toi, Daouda. C'est un plaisir de partager ce plateau, de partager aussi les idées. Et, surtout, c'est très passionnant de parler souvent de... Plaisir toujours partagé. Et toujours un immense plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Plaisir partagé aussi avec Ilham Diallo. Vous êtes chercheur, également docteur en géopolitique. Votre première participation au débrief. J'espère que également vous avez apprécié. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Hein. Voilà, je ne suis pas docteur en géopolitique, je suis doctorant en géopolitique. Doctorant, autant pour moi, voilà, doctorant en géopolitique. Voilà, tout à fait. C'était un plaisir véritablement de participer à cette émission et aussi de partager le plateau avec Kamara. Plaisir partagé. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.